Je laisse de côté les problèmes de couplage dans le graphe et je vais revenir au graphe eulérien qu'on a vu durant notre premier cours. Brièvement, alors j'aimerais juste vous convaincre que pour le graphe eulérien, le parcours de toutes les arêtes est vraiment toujours possible. Alors, on peut faire un algorithme glouton, un algorithme vorace. Par exemple, supposons qu'on veut créer un chemin, le cycle dans ce graphe, en commençant par mettre le sommet F, et on va le faire de façon suivante. On va aller de F à B, de B à E, de E à A, de A à F. Bon, alors maintenant, on voudrait continuer. Par contre, il y a un problème parce qu'on est retombé sur un sommet à partir duquel il n'y a plus de sortie. D'accord? Alors, est-ce que le graphe a été parcouru au complet? Non. Par contre, vu que le graphe est connexe, ça veut dire que parmi les sommets qu'on a visités, il existe encore les arêtes qu'on n'a pas explorées, qu'on n'a pas traversées. Alors, par exemple, il y a une arête il y a deux arêtes qui sortent du sommet B. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut laisser notre premier cycle, le cycle bleu, et on va faire le cycle rouge à partir du sommet B1. Alors, à partir du sommet B, on va aller, mettons, vers le sommet D. De D, il faut aller vers E. De E, il faut aller vers C. De C, il faut aller vers B. D'accord? Alors, regardez. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a deux cycles, le cycle bleu et le cycle rouge. Par contre, ces deux cycles, on peut les fusionner afin de former un seul cycle. Par exemple, regardez, on peut aller, supposons qu'on commence à partir de notre sommet F, encore une fois. Bon, alors de F, notre première arête, c'est l'arête de F à B. Ensuite, on voit que maintenant, on va laisser de côté notre cycle bleu. On va embarquer sur le cycle rouge. Alors, notre deuxième arête, ça va être l'arête de B à D. Troisième de D à E. Quatrième de E à C, cinquième de C à B. D'accord? Alors maintenant, on a fait le cycle rouge au complet et on va réembarquer sur le cycle bleu. Alors autrement dit, la sixième arête, ça va être de B à C, de B à E, septième de E à A et le huitième de A à F. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait une situation où on avait un cycle rouge, un cycle vert dans notre parcours qui était à un moment donné lié avec un cycle rouge. D'accord? Alors, les deux cycles, s'ils traversent le graphe au complet, il suffit maintenant de parcourir notre graphe de façon suivante. On commence une partie de cycle bleu, ensuite le cycle rouge au complet, et ensuite la partie restante de cycle bleu. Alors si jamais il y a encore un autre cycle qui est quelque part pas traité, par exemple ici il y a un cycle, une partie de graphe qui n'était pas traversée, cette partie-là doit être connectée soit à notre cycle bleu, soit à notre cycle rouge. D'accord? Alors, en ce moment-là, c'est facile de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, une partie de cycle bleu, le cycle rouge au complet, une autre partie de cycle bleu, un cycle jaune au complet et la partie restante de cycle bleu. Alors, autrement dit, toujours on peut connecter à notre premier cycle les autres cycles qui doivent être présents dans le graphe. D'accord?
parce que notre graphe est connexe. Observez que pour les graphes qui ne sont pas complètement eulériens, le même phénomène arrive. Alors, par exemple, supposons qu'on a ce graphe-ci, ici, et on aimerait faire un chemin eulérien. D'accord? Ce graphe, il possède deux sommets, notamment le sommet E et le sommet F, qui ont le degré impair. D'accord? Alors, il est possible dans ce graphe de faire un chemin eulérien qui commence dans l'un de ces deux sommets, mais pas un tour eulérien. Alors, encore une fois, supposons qu'on va faire un certain tour, mais disons qu'on va commencer cette fois à partir de sommet E. On va aller de E à F, et ensuite de F à A, de A à E, de E à B, et de B à F. Regardez, on a retombé sur un sommet, sur le même sommet qu'on a commencé. Et encore une fois, le tour n'est pas complet. Ça veut dire pas le tour, le chemin n'est pas complété. Mais à nouveau, les sommets qui n'étaient pas visités, ou plutôt les arêtes qui n'étaient pas traversées, au moins un sommet qu'on a sur notre route doit être adjacent à une arête qui n'était pas traversée. Alors, par exemple, c'est un sommet, mettons B. Hein? Alors, à partir de sommet B, on peut commencer une autre tour. Hein? De B à C, de C à E, de E à D, et de D à B. D'accord? Alors, cette fois, regardez, on a traversé toutes les arêtes du graphe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On avait notre chemin bleu qui a commencé à partir de notre sommet E. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avait un certain chemin, d'accord, qui à un moment donné, il s'était acyclé. Alors, ce acyclage, il était arrivé dans le sommet F. Alors, ça, c'était le sommet F. On a commencé à partir du sommet E. Bon, mais on a constaté qu'il y avait sur la route un autre sommet, le sommet B, qui, lui, avait encore les arcs adjacents qui n'étaient pas explorés. Alors, autrement dit, on peut commencer à partir de sommet B. On peut faire un tour qui va arriver, il va arriver au sommet B, qui va compléter le cycle rouge ici, d'accord, la boucle rouge. Regardez, durant ce processus, durant ce cycle, la construction de ce cycle rouge, le sommet B, c'est le seul sommet qui a un degré impair qui n'était pas encore exploré. D'accord, qui n'était pas encore complètement, toutes les arêtes ne sont pas encore complètement explorées de ce sommet. Voilà, alors le cycle rouge, il doit se terminer au sommet B. Si jamais ce cycle rouge complète le graphe, alors on aurait un chemin bleu, d'accord, on peut interrompre ce chemin au sommet B. Ensuite, on peut embarquer sur le cycle rouge, revenir au sommet B, et ensuite compléter le reste du chemin bleu, hein, qui va former l'exploration complète de notre graphe. D'accord. Évidemment, si entre-temps, ça veut dire en complétant le cycle rouge, il y a encore quelque part un autre sommet, quelque part ici, ou quelque part ici, qui n'était pas exploré, ça veut dire qu'on peut construire encore un autre cycle. Ce n'est pas le cas de notre graphe ici, ou de notre
situation, mais c'est possible qu'on va devoir faire un autre cycle, par exemple ce cycle-là, et on peut continuer plusieurs fois, par exemple notre cycle ici, mais finalement on va terminer par exploration d'un graphe au complet. Cet algorithme glouton, voilà ce qu'on a présenté ici. Il choisit une arête quelconque qui est adjacent à notre sommet. Alors, par exemple, lorsqu'on est arrivé, après commencer à E, on est arrivé au sommet F, on pourrait continuer vers le sommet A ou vers le sommet B. D'accord? On a choisi, dans ce cas, le parcours vers le sommet A. Alors, autrement dit, l'algorithme que je vous ai présenté ici, c'est un algorithme non déterministe. On peut avoir plusieurs façons d'explorer notre graphe. Évidemment, comme on a vu précédemment, on peut le rendre déterministe. De quelle façon? Par exemple, par ordre lexicographique. Alors, à chaque fois, lorsqu'on est dans un sommet quelconque, par exemple, on est dans le sommet F, et on va continuer vers le sommet qui est lexicographiquement le plus petit. Alors ici, entre A et B, on va choisir le sommet A. De sommet A, il n'y a pas de choix, il faut aller vers le sommet E. Le sommet E, on a en ce moment-là trois sommets D, B et C qui n'étaient pas explorés à partir de sommet E. Alors on va choisir celui qui est le plus petit lexicographiquement, alors vers le sommet B. Ensuite, de sommet B, il y a deux qui sont adjacents, qui n'étaient pas encore explorés, ça veut dire C et D. On continue vers le sommet C, etc. Alors ça aurait fini sur un cycle différent, évidemment, que celui qui était présenté ici. D'accord? Maintenant, on va aller vers les problèmes qui est le problème principal de notre cours, notamment le problème du postier chinois. D'accord? Alors, je vous rappelle, le problème de postier chinois, ça serait de trouver un chemin qui commence dans un sommet, qui termine dans ce sommet-là, qui va inspecter, qui va traverser chaque arête de notre graphe. D'accord? Alors ici, on peut se poser la question, ben, supposons qu'on a le sommet A, d'accord? Il faut faire un parcours de ce graphe qui va compléter le parcours de toutes les arêtes et qui sera du point minimum. Hein? Alors, autrement dit, supposons que les points qui sont associés avec chaque arête, ce sont le coût de traverser cette arête. On voudrait traverser notre graphe avec le coût minimum. D'accord? Alors, la somme de points d'arête traversée doit être la plus petite possible. Bon, alors ce problème, c'est un problème qu'on peut trouver applicable dans l'inspection, disons, d'un réseau routier. Par exemple, supposons que les sommets de notre graphe représentent des points en ville ou des villes. Par contre, les arêtes représentent les rues ou les routes. D'accord? Alors, chaque rue a un certain coût pour la traversée. Alors, le coût 4 pour la rue F de E. Que ce coût peut représenter soit le temps d'inspection ou je sais pas, la dépense énergétique par un camion qui doit la traverser. Alors, supposons qu'il faut déneiger toutes les routes de notre réseau et il faut le faire avec le coût minimal. Allons voir une exploration de notre graphe, un parcours de tous les arêtes de notre graphe selon les conditions du problème du postier chinois. Alors, comme on a dit, on commence à partir de sommet A. Alors, ça, c'est notre première arête à traverser. Ensuite, supposons qu'on va faire de F à B. De B, on va retourner à F. Ensuite, de F à E. De E à D. De D à C.
de C à E à nouveau, de E à C à nouveau, C vers B et B vers A. D'accord? Regardez, ça c'est bien un parcours de notre graphe selon les conditions du postier chinois correctes. Alors, quel est le coût de ce parcours? D'accord? Alors, le coût est égal à la somme de toutes les arêtes de notre graphe, qui est égale à 24, d'accord? Plus les arêtes plus le poids des arêtes qui étaient traversées deux fois. Il y a juste deux arêtes comme ça veut dire l'arête de E à C et l'arête de F à B, d'accord? Alors les deux arêtes ont les poids 5 et 6. Alors le coût total, ça va être 24 plus 11 qui est égal à 35, pardon. Voilà, alors maintenant, moi je voudrais vous demander, prenez un peu de temps, moi je vais vous laisser 30 secondes pour chercher un chemin dans ce graphe, c'est-à-dire un tour de ce graphe, ça va être un tour complet de ce graphe, qui va le faire en temps optimal. D'accord? Alors, je vais vous laisser 30 secondes afin de trouver le chemin optimal de ce graphe, le chemin avec le parcours qui minimise le coût. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le déroulement du cours et chercher pendant plus longtemps ce chemin optimal. Je dois vous dire que le temps de 30 secondes, d'après moi, n'est pas suffisant pour trouver ces chemins optimaux. Alors, vous pouvez le faire pendant plus de temps afin de vous convaincre d'avoir un peu plus d'intuition. D'accord? Bon, la solution optimale à ce problème est la suivante. Je vais vous donner ici la trajectoire. D'accord? Alors, de A à F, de F à E, de E à C, de C à D, D à E, de E à D, de D à C, de C à B, de B à F, F à A à B et B à A. D'accord? Alors, ça, c'est un parcours qu'on peut prouver qu'il est optimal. Regardez, son coût, c'est quoi? C'est la somme des poids de toutes les arêtes, qui, comme on a dit, c'est 24. Plus, il y a certaines arêtes qui étaient parcourues deux fois. Ça veut dire que ce sont les arêtes AB, AE, AF, ED et DC. D'accord? Alors, ces arêtes, leur coût, c'est 1 plus 2 plus 1 plus 2, ça veut dire, ça donne la solution de 30. Alors 30, c'est mieux que ce qu'on avait au départ, notre premier parcours qui donnait la solution avec 35, le coût de 35. Bon, alors maintenant, j'aimerais faire une petite analyse de ce parcours. Mais je vais commencer par le premier parcours qu'on a vu au début. Et je vais vous le tracer encore une fois. D'accord? Alors, regardez, c'était de A à F, pardon, de A à F, oui. Ensuite, on a fait
de FAB et de BAF, ensuite de FAE, de EAD, de DAC, de CAE, de EAC, de CAB et de BAA. D'accord? Alors, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Les arêtes qui sont données en bleu, ce sont des arêtes qui sont sur le chemin qui est répété 2 fois. Observez qu'il s'agit des arêtes qui sont adjacents au sommet de degrés impairs. D'accord? Alors regardez, lorsqu'on tombe sur un sommet de degré impair, ce sommet doit être, ça veut dire, il faut entrer à ce sommet, il faut sortir de ce sommet. Alors autrement dit, l'une des arêtes incidents à ce sommet doit être parcourue 2 fois. D'accord? Voilà, alors ici dans notre graphe, il y avait 4 sommets B, F, E et C qui sont des sommets de degré impair et les arêtes qui sont incidents à ces sommets-là, il y a des arêtes qui sont incidents à ce sommet-là qui sont parcourus 2 fois. Bon, allons voir encore notre solution qu'on a vue, notre solution optimale. D'accord? Notre solution optimale, je vous rappelle, c'était la solution suivante. Alors de A à F, de F à E, de E à C, de C à D, D à E, E à D, D à C, d'accord. Ensuite de C à B, de B à F, d'accord. Ensuite de F à A, et de A à B, et de B à A. D'accord. Alors, à vrai dire, je peux tracer cette arête initiale en couleur bleue. Et encore une fois, regardez, ici, il y a un certain ensemble d'arêtes qui sont parcourues une fois et un certain ensemble d'arêtes qui sont parcourues 2 fois. D'accord? Alors, les arêtes qui sont parcourues 2 fois, ils constituent les chemins entre 2 sommets impairs. D'accord? Alors, dans ce cas, B et F, ce sont 2 sommets de degré impair, et C et E, ce sont 2 sommets de degré impair. Et il y a un chemin de B par A sur F, qui est parcouru 2 fois. Alors, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a associé le sommet B au sommet F, et entre ces 2 sommets, il y a un chemin, le chemin BAF, qui est parcouru 2 fois. Le problème est qu'on cherche les chemins qui sont de longueur relativement courte. Hein. Alors, autrement dit, regardez, dans ce parcours, le chemin de BAF par le sommet A, c'est un chemin qui utilise un chemin de poids 3. La même chose de C à E par l'intermédiaire de sommet D, on a une suite d'arêtes qui sont de poids total 3. D'accord? Alors, l'algorithme optimal, il faut qu'il associe à chaque sommet des degrés impairs, dans ce cas, disons C, un autre sommet de degré impair, dans ce cas E, de sorte qu'entre ces 2 sommets, il existe un chemin qui est de poids relativement petit.
Voilà, alors maintenant, je vais vous donner l'algorithme l'algorithme qui cherche le, le parcours du portier chinois optimal. D'accord. Alors, tout d'abord, je vais vous donner ça veut dire l'idée de cet algorithme. Alors, la première chose, c'est de chercher les sommets des degrés impairs. D'accord. Alors, ici, les sommets des degrés impairs sont le sommet B, le sommet F, le sommet C et le sommet E. D'accord. Par la suite, il faut trouver. Ça veut dire ces sommets-là, ils vont constituer un nouveau graphe. Hein. Alors supposons que on va avoir un graphe qui va avoir comme quatre sommets le sommet B, C, F et E. D'accord. Euh, Par la suite, il faut trouver dans ces graphes ça veut dire dans le graphe initial, quel est le plus court chemin entre chaque paire de sommets de notre graphe qu'on est en train de construire. Ce graphe, on appelle le graphe H. Hein. Ça, c'est notre graphe H qu'on va construire ici. Et quelles sont les arêtes de notre graphe H? Alors, ça sera un graphe complet. Alors, il va avoir toutes les arêtes possibles. Bon, alors, ce graphe, il va avoir toutes les arêtes possibles entre chaque paire de sommets. D'accord. Bon, et quels sont les poids de cette arête? Alors, le poids de chaque arête de ce graphe H sont de même poids que les poids de chemin le plus court dans notre graphe de départ, dans notre graphe G. Ça, c'est notre graphe G. D'accord. Et dans ce graphe, on cherche le chemin le plus court entre chaque paire de chaque paire de sommets. Bon, alors entre les sommets, mettons B et E. B et C d'abord. B et C, bon, il y a un chemin qui est celui-là, de B à F, de F à E, de E à C. Ça, c'est un chemin de longueur 15. Ben, il y a un autre B, A, E, F, E, C, c'est un chemin de longueur 13. Mais il existe un chemin direct hein, de B à C. Il existe un chemin de longueur 3. D'accord. Alors, autrement dit, le poids de cette arête est égal à 3. Et on va on va faire la même chose avec chaque autre arête de notre graphe. Alors, disons qu'on cherche maintenant le chemin entre B et F. Hein, entre B et F. Quel est le plus court chemin dans ce graphe G? Alors, le chemin direct, il a le poids 5, mais le chemin indirect, en utilisant le sommet A, ce chemin, il a le poids 3. Hein? Alors, BF, c'est un chemin de longueur 3. Alors, dans graphe H, on va avoir ici le poids 3. Bon, etc. On peut chercher tous les chemins possibles. Alors, en particulier, entre B et E, il existe le chemin de longueur 9, un chemin de longueur 7, mais il existe un chemin de longueur 6. Hein? B, C, D, E, c'est un chemin de longueur 6. C'est celui-là qui est le plus court. On peut le faire par l'algorithme de Dijkstra que vous connaissez. Ici, on va juste donner les valeurs de chaque arête. Alors, de B à E, c'est 6. De C à E, c'est 3. D'accord, 3 par l'intermédiaire de sommet D. De F à E, la longueur de chemin est égale à 4. Et de F à C, elle est égale à 7. D'accord? Alors, ça, c'est le graphe qu'on obtient.
Et dans ce graphe, on va chercher le chemin, on va chercher le couplage de poids minimal. Qu'est-ce que ça veut dire le couplage, le graphe de couplage minimal? Alors on va chercher une couplage de taille maximale, ça veut dire c'est un graphe à 4 sommets. Alors le couplage, ça va être deux paires de sommets. Alors, le paire de sommets qu'on cherche dans ce graphe doit être tel que la somme de poids de deux arêtes est la plus petite possible. D'accord, alors quels sont les couplages possibles? Alors, on peut avoir, par exemple, les couplages BC et FE. On peut avoir le couplage B, F et CE. Et on peut avoir le couplage B, E et CF. CF. Bon, quel est le poids de chaque couplage? Alors, le couplage BC-FE, BC-FE, BC, le poids est 3, et FE, le poids est 4. Alors ça, c'est un couplage où la taille maximale de ce couplage, ou le poids maximal, le poids de ce couplage est égal à 7. D'accord? Alors, c'est la somme de poids de deux arêtes de notre couplage. Ensuite, quel est le poids de couplage BFCE? BFCE, c'est 3 plus 3, ça fait 6. Et finalement, le couplage BECF, BECF, BEC6, BEC6, et CF-C7. Alors ça, c'est un couplage de coût total 13. D'accord? Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le couplage qui donne le poids minimal. C'est un couplage qui est celui-là. Ça, c'est notre couplage qu'on retient. Alors, chaque arc de couplage retenu dans le graphe H, ça veut dire BF et CE, ça correspond à un chemin dans notre graphe G. Alors, autrement dit, BF, dans le graphe H, il est de poids 3. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chemin de longueur 3 dans notre graphe G. Alors, pour ce chemin, on va doubler les arcs qui formaient ce chemin. Alors, autrement dit, on va ajouter à notre graphe G deux arcs de BAA et de AAF qui correspondent à l'arc BF de notre graphe G. La même chose pour notre deuxième arc CE. Alors, CE, il était de poids 3 dans le graphe B. Alors, on va ajouter le chemin de C à E. D'accord? On va ajouter deux arcs. On va dire, regardez, ces arcs-là, lorsqu'on a ajouté, qu'on a ajouté à graphe G, c'est pas la peine de les ajouter. Ce sont les arcs qui existent déjà dans graphe G. Par contre, en les ajoutant comme ça, le graphe G devient eulérien. Alors, le parcours de ce graphe eulérien correspond au parcours du postier chinois qui est le résultat de notre algorithme.